Et donc on va terminer cette matinée marathon, merci d'être toujours là, par the last but not least, Monsieur Nicolas Triolet, directeur processus ressources en eau et environnement à la SPGE. Il va nous éclairer sur la protection de la ressource eau au niveau régional. Nicolas, la parole est à vous. Merci bien. Je mets mon minuteur, 15 minutes. On va essayer de tenir dans le délai. Eh bien, tout d'abord, me présenter la SPGE. Donc, la SPGE est l'organisme qui coordonne et finance le secteur de l'eau en Wallonie. Donc, c'est à la fois nous qui finançons les stations d'épuration que vous trouvez un peu partout, mais également tout le volet protection des ressources en eau et singulièrement la protection des captages. Alors, je vais d'abord rebrosser un peu le contexte et, in fine, au-delà des aspects réglementaires, parler un peu des initiatives que le secteur de l'eau a prises pour justement faire face à ces pollutions. Commencer par les pesticides au sens large et puis finalement redescendre vers les pesticides PFAS et le TFA. Le contexte, c'est quoi? La région wallonne, elle a des grandes ressources en eau souterraine, et à savoir que 80% de l'eau distribuée en Wallonie vient des eaux souterraines, d'où l'impact et justement les analyses plus conséquentes au niveau des eaux souterraines. À savoir aussi que 40% des 360 millions de mètres cubes produits en Wallonie sont exportés vers Bruxelles et vers la Flandre. On peut voir que l'essentiel des grosses prises d'eau sont dans les calcaires et généralement au nord du sillon Sambre-et-Meuse, on a des plus petites prises d'eau quand on parle notamment du massif ardennais. Alors, quelle est la qualité de ces eaux souterraines? On a la directive 4 sur l'eau qui nous impose un bon état en 2027. Force est de constater qu'on ne va pas y arriver. Au niveau quantitatif, on y arrivera. Par contre, au niveau qualitatif, clairement, on a des problèmes. Tout ce que vous voyez, tout ce qui n'est pas vert, finalement, ce sont des masses d'eau qui posent problème, à la fois sur les nitrates et les pesticides. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dans 70% des cas, on parvient à mesurer des traces de pesticides. Et que encore maintenant, dans 11% des pesticides qu'on retrouve, l'atrazine, interdite depuis 2005, est encore fort présente. Donc c'est des choses qui sont éminemment rémanentes. À savoir aussi que dans 85 captages de production d'eau potable présentent des risques au niveau nitrate, phyto, voilà. Alors, évidemment, quand pour protéger les eaux souterraines, il y a des législations beaucoup plus larges, notamment pour l'application des pesticides compatibles avec le développement durable. Donc, c'est des législations qui sont en place depuis un certain nombre d'années, notamment pour l'interdiction dans les espaces publics, l'application de zones tampons, notamment le long des cours d'eau. On va même plus loin avec des couverts végétaux permanents, la protection des groupes vulnérables, la protection des captages. Toute une série de mesures ont été faites pour justement renforcer de manière très transversale, applicable partout, les règles en matière d'utilisation des pesticides. J'aime bien ce schéma qui est ici du site du programme wallon de réduction des pesticides, qui voit un peu l'évolution des différents aspects législatifs qui ont conduit finalement à la situation d'aujourd'hui en matière d'autorisation d'application des pesticides. Il faut remarquer qu'au début de ma carrière à la SPGE, quand on avait des problèmes de pesticides, c'était souvent, un cas sur deux, des problèmes de pollution ponctuelle, notamment par des manipulations à la ferme ou par des rejets directs. Force est de constater que, notamment par rapport au stockage, aux manipulations, on a moins ce genre de problème et qu'on se retrouve plus par rapport à des pollutions diffuses. À noter également l'implantation de CVP dans les zones tampons de 6 mètres en bordure de cours d'eau, qui est une mesure phare également qui a été mise en place en 2021. Alors, quand on se retrouve autour de prises d'eau potabilisables, il y a évidemment des règles à mettre en place. Il y a l'obligation de mettre en place des zones de prévention. Ces zones de prévention, elles servent à quoi? À prévenir le risque. Et donc, de manière générale, sur toutes les prises d'eau en Wallonie, on va établir ce qu'on appelle des zones de A, des zones de B, des zones de prévention rapprochées et éloignées, qui vont servir à prévenir le risque. Il y a un accident dans la zone, on sait réagir, on a 24 heures ou 50 jours pour réagir. C'est bien aussi quand on a des problèmes de type bactériologique, on peut réagir assez rapidement. Quand on va parler de pollution diffuse, ça ne suffit pas. Il faut étendre une zone à un territoire qui, potentiellement, va alimenter le captage. Et donc, c'est un gros défi qu'on va devoir relever dans les prochaines années, puisque pour bon nombre de cas, on va devoir établir ces zones de surveillance. À savoir que pour le moment, il nous reste sur 600 zones, une centaine à définir encore officiellement.
Alors, quand on est dans des zones de captage, 2A, 2B, encore une fois, il y a toute une série de réglementations que les agriculteurs doivent respecter, tant au niveau des pulvérisations que du stockage ou des manipulations. À savoir aussi qu'en termes de monitoring, en fonction de ce qu'on va retrouver dans l'eau, on va pouvoir mettre en place des mesures particulières. Exemple, quand on a 75% de la norme, après des contrôles d'enquête, on pourra aller jusqu'à l'interdiction d'épandage de pesticides. Quand on est à 30% de la norme, on va mettre en place des mesures qui permettent peut-être d'accompagner les agriculteurs, de mettre en place des mesures pour justement diminuer les pollutions au niveau des pesticides. Quand on la dépasse, évidemment, il y a toute une alerte ponctuelle et des procédures pour amener une réponse rapide à ces pollutions. Donc, il y a à la fois de la surveillance, de la prévention et une réactivité pour protéger les eaux souterraines. Il y a également, pareil pour les masses d'eau, tant de surface que souterraines, où quand il y a un risque de non-atteinte du bon état, on peut prendre des mesures plus restrictives. J'avance, mais je vais diminuer le débit un moment. Alors, ce qui est intéressant, c'est au niveau des captages. On est dans un cadre de directive cadre sur l'eau européenne, et il y a une directive FI, qui est la directive 2618-CE, qui fixe des normes de qualité environnementale afin d'évaluer l'état chimique des eaux souterraines. En fait, c'est les normes qu'on doit appliquer au niveau des pesticides, tant au niveau de la somme pour les pesticides totaux, 0,5 microgrammes par litre, ou par pesticide ou métabolite pertinent, 0,1 microgramme par litre. Et donc, en Wallonie, il y a des valeurs seuil individuelles pour certains métabolites non pertinents, basés sur le principe de non-détérioration des masses d'eau souterraines. Vous en avez quelques exemples ici. Et c'est vrai que, pour la plupart, les substances mères sont interdites, mais on en retrouve toujours dans l'eau. Alors, on dit captage, on dit robinet aussi. Et donc là, il y a la directive eau potable. Et donc, finalement, c'est les mêmes normes qui sont appliquées. 0,5 pour le total, 0,1 par pesticide. C'est pourquoi, en fait, le 0,1 à l'époque, c'était le seuil de détermination des pesticides. Alors, l'image est là, non pas pour dire que c'est rikiki par rapport à l'impact des pesticides, le 0,1 par rapport n'est pas impactant, mais ça permet de mesurer quand même le seuil de détection qu'on peut avoir, donc 100 nanogrammes par litre, donc équivaut à un demi-cachet d'aspirine dissous dans une piscine olympique. Donc, pour le seuil de détection, c'est quand même important à visualiser. Un métabolite de pesticides, selon la directive européenne, est jugé pertinent pour les eaux destinées à la consommation humaine s'il y a lieu de considérer qu'il possède des propriétés intrinsèques comparables à celles de la substance mère en ce qui concerne son activité cible pesticide ou qu'il fait peser, par lui-même ou par ses produits de transformation, un risque sanitaire pour le consommateur. En Wallonie, le choix a été fait, comme en Flandre et à Bruxelles, de fixer 4,5 microgrammes par litre par métabolite non pertinent. Alors évidemment, au niveau des captages, il y a un monitoring fréquent qui est repris dans le Code de l'eau, et donc il y a 25 molécules obligatoires qui sont reprises dans l'annexe 11 du Code de l'eau, mais de manière générale, il y a plus de 100 molécules qui sont analysées. Les producteurs d'eau vont quand même beaucoup plus loin que ce qu'il y est strictement demandé par la législation, avec une distinction entre les pertinents et les non pertinents, et certains sont uniquement pour les eaux de surface et d'autres pour les eaux souterraines. Cette liste est réévaluée au maximum tous les 5 ans et se base notamment sur les quantités vendues et leurs propriétés, notamment la persistance et le potentiel de lixiviation, ou par un signalement par d'autres pays, d'autres régions. Des molécules sont arrêtées, elles sont substituées par d'autres. Eh bien, il faut pouvoir analyser, mais il faut aussi avoir les méthodes d'analyse. Il y a une surveillance anticipée dans le réseau de mesure du SPORNE, notamment par des métabolites de certains pesticides qui sont déjà monitorés sans être nécessairement dans la liste du Code de l'eau. Au captage, il y a une analyse obligatoire pour tous les volumes prélevés supérieurs à 100 mètres cubes par jour. Alors, au niveau du captage, c'est une à deux fois tous les 6 ans. Et quand on est supérieur à 275 mètres cubes par jour, c'est 1 à 2 fois tous les 3 ans. Et au robinet, la fréquence, évidemment, est plus soutenue. Selon le volume distribué sur la zone de distribution, vous avez les volumes et le nombre de contrôles qu'il y a, on peut varier de 1 à 7 fois par an, sachant qu'il n'y a pas de zone de distribution qui produit plus de 40 000 mètres cubes jour. Donc voilà, on ne va pas jusqu'à 8.
Donc l'impact des pesticides sur la qualité des eaux souterraines, ben, il est indéniable. On a 48 sites qui sont traités par la filtration sur charbon actif. On a 20% des zones de distribution qui sont concernées par ces problèmes de pesticides. Et il faut quand même considérer qu'on a quand même des captages qui ont été abandonnés entre 2000 et 2020, 1,5 million de mètres cubes produits. Ce qui n'est pas grand-chose par rapport aux 360 millions de mètres cubes produits de manière globale. Mais voilà. Alors, ce n'est pas 32, vous l'aurez compris, c'est 31. Il y a une autorisation que j'ai dû zapper quelque part. Voilà. Donc, ce sont les pesticides PFAS. Et ce qui est important pour nous au niveau des eaux souterraines, les plus problématiques, ce sont les herbicides, vous l'avez compris, herbicides racinaires, qui sont les plus impactants. Et donc, dans ces pesticides PFAS, il y en a 14 qui présentent des propriétés qui sont des herbicides et qui vont donc nous poser un peu plus de problèmes. Alors, le TFA. Alors, le TFA, évidemment, on en a beaucoup parlé, mais il faut savoir qu'on ne le retrouve pas nécessairement que dans la dégradation des pesticides, puisqu'on va le retrouver notamment dans les gaz réfrigérants, mais aussi dans l'eau pluviale. Une analyse qui avait été faite avait montré qu'on pouvait retrouver dans un cas jusqu'à 450 microgrammes par litre de TFA dans l'eau pluviale. Donc ça veut dire que quand on parle de pollution diffuse de passe de TFA, je pense que l'identification spécifique n'est pas nécessairement donnée. À savoir que, également, par rapport au TFA, la Wallonie et la Flandre envisagent uniquement de ne pas, par rapport à ça, le mettre comme métabolite, mais plus comme une valeur guide, avec un seuil à 2,2 microgrammes par litre. À ce jour, il n'y a pas d'État membre qui ait soumis le TFA aux mêmes normes que les pesticides. Les Pays-Bas sont également à 2,2 microgrammes par litre, c'est ce qui a été retenu par le CSI, le Conseil scientifique indépendant. En Flandre, la norme provisoire est de 15,6 microgrammes par litre. En Allemagne, elle est de 60 microgrammes par litre. Et au Danemark, elle est de 9. Donc vous voyez qu'il y a quand même, en termes de normes, des différences entre les régions et les États. Cette fameuse carte qu'on a vue tout à l'heure, c'est juste pour dire que finalement, dès septembre 2024, il y aura une surveillance accrue dans les 36 zones de distribution d'eau où le TFA était mesuré à plus d'1,5 microgramme par litre. Et des investigations complémentaires seront alors mises en place, notamment au niveau des eaux brutes. Là, on est bien dans l'eau du robinet. Cette carte parle bien des analyses au niveau du robinet. Donc, il y aura des investigations complémentaires qui devront avoir lieu. Il me reste 3 minutes. On va y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on met en place ? Finalement, on parle de pesticides PFAS, mais in fine, le Code de l'eau, la législation met aussi en place et prévoit de pouvoir réaliser des contrats-captages. Les contrats-captages, c'est quoi? On a des problèmes qualitatifs, on veut peut-être prévenir les choses, et donc on va travailler notamment avec les secteurs qui sont sur le terrain. Parce qu'il y a des gens qui appliquent ces pesticides, et donc à un moment, il faut pouvoir travailler avec eux et trouver des solutions avec eux. Donc on va d'abord se baser sur un diagnostic environnemental qui va déterminer d'où viennent les pressions, comment se passe le transfert vers les eaux souterraines. On va identifier des acteurs, des partenaires, et on va chercher ensemble des solutions. En fait, l'idée, c'est vraiment que les solutions viennent du terrain et qu'on ne vienne pas les imposer. Et donc, la SPGE va financer des plans d'action dans ce cadre-là. Donc, de manière générale, les outils réglementaires ont un effet positif, notamment sur la normalisation des pratiques agricoles. C'est contrôlable, c'est objectivable. Mais finalement, ce qu'on oublie, c'est qu'on oublie de parler des vulnérabilités intrinsèques du territoire. Si on reprend dans les différents diagnostics qu'on réalise et que la SPGE confie au Centre de recherche agronomique, ben, on va devoir, dans le diagnostic, voir quel est le territoire d'influence par rapport à notre captage. Il va falloir voir au niveau de la topographie, voir l'hydrologie, la géologie, la présence de karstes. Et là seulement, qui est dans cette zone, justement, et les molécules impliquées. Donc, on va formuler une hypothèse de contamination. Et en fait, sur les 23 cas étudiés, par la cellule diagnostique pesticides eau du CRA, 8 cas de contamination sont dans des zones karstiques, un cas de pollution vient de concentration d'axes de ruissellement, et 4 cas sont des cas de pollution diffuse par infiltration au départ de parcelles proches du captage ou dans un contexte particulièrement vulnérable. Donc en fait, ce qu'on va détecter au captage, la pollution,
il faut voir ce qui est fait en amont et pour travailler et trouver des solutions sur le terrain. On va constater que c'est souvent les mêmes cultures qui sont incriminées, betterave, maïs, pommes de terre, pois, colza, et ce sont souvent les mêmes molécules. En cause, les conditions d'application qui sont parfois difficiles. On a des conditions d'agrément des produits. Ah, j'y arrive. Vous permettez 2 minutes. Conditions d'agrément des produits, évidemment, le carbone organique du sol, l'agriculteur, il faut qu'il ait la connaissance de ça. Il faut qu'on lui explique. Il y a peut-être des cartes thématiques à pouvoir développer par rapport à ça. Et puis, on est des fois dans des contextes où, de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'on applique, on aura toujours un problème de transfert vers les eaux souterraines. Et donc, peut-être faut-il arriver dans ce genre de zone à des zones sans application du tout de produits. Et donc, ces solutions, on les cherche avec les agriculteurs, avec un plan d'action triennal et de financement des actions. La SPG va même plus loin parce qu'elle est en phase de discussion avec la Commission européenne pour notifier une nouvelle mesure agricole, notamment pour favoriser l'agriculture biologique dans les zones de captage, notamment en permettant que le secteur agricole finance des mesures spécifiques auprès des agriculteurs. J'en termine finalement, c'est mon avant-dernier par ça, mais on a un schéma régional 3.0. Le schéma régional, c'est finalement les grandes autoroutes de l'eau. On a parlé beaucoup en termes de sécheresse, de sécurisation quantitative des eaux. Ce nouvel opus du schéma régional va notamment aborder les aspects qualitatifs, notamment en monitorant d'autant plus les substances émergentes, en faisant vraiment de la recherche et développement au niveau traitement, en pouvant appréhender les risques sanitaires, valoriser toutes les données. Il y a pas mal de bases de données qui sont dans plein d'organismes en région wallonne. Il faudrait à un moment structurer ça pour pouvoir avoir un réel outil d'aide à la décision qui va nous permettre de renforcer la protection des captages par rapport à ces substances qu'on n'analyse peut-être pas encore maintenant et pouvoir, in fine, adapter peut-être les infrastructures. Ça va peut-être aller vers des nouvelles stations de traitement qui vont aller beaucoup plus loin. On l'a dit tantôt, le TFA, il y a que l'osmose inverse qui permet finalement de traiter le TFA. Ça va être quasi impayable, quoi. Voilà. Ce que je voulais surtout dire, alors c'est un peu provocateur, mais un bon pesticide pour l'eau, c'est un pesticide qu'on n'applique pas. Oui, parce que finalement, on élimine le risque. Mais au-delà de ça, c'est qu'il est nécessaire de mieux connaître les territoires dans lesquels ceux-ci sont appliqués et que la dégradation et que le travail avec les acteurs de terrain est important justement pour proposer des solutions. Bien sûr, il y a les solutions en amont, on peut interdire tout ce qu'on veut, mais tant que c'est d'application maintenant, il faut pouvoir accompagner le secteur et les agriculteurs pour que, justement, on trouve ensemble des solutions. Merci. Merci à vous.